Bon, merci, merci pour votre accueil. Donc, je vous propose qu'on passe ce petit moment ensemble pour parler d'expérience client et quel rôle du digital et quel rôle des relations humaines dans l'expérience client. Voilà, on va voir ce qu'on peut dire ensemble sur ça. Donc, je vous propose que, alors pour les slides, par contre, c'est là-bas que ça se passe. Voilà. Et la caméra est là, c'est ça? Il ne faut pas que je vais pas vous compliquer la vie non plus en faisant le tour. C'est plutôt là-bas qu'il faut que je sois. Ok, très bien. Donc, on va parler un petit peu des expériences clients quand on veut qu'elles soient exceptionnelles. On va parler du rôle de la donnée dans ces expériences clients et le rôle des collaborateurs. On verra que les deux sont très euh, coopèrent finalement pour apporter ce résultat. Et enfin, je donnerai quelques petites pistes sur où investir quand on veut améliorer son expérience client auprès de. Voilà. Donc, peut-être quelques mots d'abord sur Quadient. Quadient, nous sommes une société de logiciels qui est spécialisée dans les logiciels de communication client. Donc des logiciels qui sont utilisés par les grandes banques, les grandes institutions financières, les assurances, les groupes de télécom, pour mettre en forme leur communication, les diffuser auprès de leurs clients, communication qu'elle soit euh, sous forme digitale, dans les applications, sur les sites web et autres. Euh, donc Quadient est un groupe français réparti dans plusieurs pays du monde, avec environ 5000 collaborateurs et une offre qui couvre donc ce qu'on voit en haut, Customer Experience, ce sont ces logiciels de communication dont je vais vous parler, mais également un ensemble d'autres solutions liées à la communication. Alors, quand on, quand on parle d'expérience client, et pour une entreprise de mettre ça en place, se posent plusieurs questions et surtout des intérêts parfois divergents. Donc il y a évidemment d'un côté l'entreprise, quels sont ses objectifs, et puis il y a le client, quelles sont ses attentes. Euh, Bien souvent, on n'a pas toujours la convergence immédiate. Et comment va-t-on communiquer avec les uns et les autres. Et je vous propose qu'on regarde trois moments de référence, que sont l'acquisition d'un nouveau client. C'est un moment déterminant pour ensuite l'engagement de ce client vis-à-vis de votre société. Ensuite, on va regarder une fois que le client est devenu votre client, comment va se passer tout le temps pendant lequel il sera votre client, donc les communications régulières entre vous et lui. Et enfin, on verra le rôle du service client dans ce contexte. Alors, quand une entreprise cherche à acquérir un nouveau client, on voit que l'objectif, c'est pour l'entreprise d'affirmer sa marque, d'être reconnu, de créer, je dirais, une envie par rapport à l'auditoire des clients. Euh, donc une communication souvent massive faite par l'entreprise qui coûte cher. Hein, ça, c'est ce qu'on a d'un côté. Quant au client, lui, il attend à ce qu'on s'adresse à lui de façon très personnalisée et qu'on ne soit pas trop intrusif, hein, puisque souvent les marques peuvent parfois être tellement présentes, tellement intrusives, que le client peut avoir un sentiment de rejet. Et le client, et ça c'est aussi un des changements qu'on observe, il est plus dans une logique d'aller lui-même chercher l'information plutôt que on vienne lui imposer des vues extérieures. Donc on a bien des objectifs contradictoires et un environnement de communication qui est soit les réseaux sociaux, soit les sites web, les emails et autres moyens. Donc là, on a des moments clés et au cours duquel voilà, l'entreprise et le client essaient de se rencontrer pour démarrer une relation long terme. Alors,
Un autre moment de référence important dans l'expérience client, c'est euh, toute cette communication régulière, hein. Vous êtes client d'une compagnie d'assurance. Le moment de devenir client, ça a duré peut-être quelques semaines avant de faire votre choix, mais après, ce sont des années, voire des dizaines d'années, pendant lesquelles vous allez interagir avec votre fournisseur. Donc l'entreprise a aussi des objectifs qui sont assez divergents des vôtres. L'entreprise, elle veut être conforme à des obligations légales, hein, dans le monde de l'assurance par exemple ou autre. Euh, elle veut pouvoir prouver qu'elle est euh, qu'elle respecte tout un processus d'engagement vis-à-vis de ses clients, et tout ça en réduisant les coûts autant que possible, et en protégeant sa réputation. D'un autre côté, le client, lui, il attend des informations régulières, disponibles, sécurisées et conformes. Donc on a l'entreprise qui veut à la fois se sécuriser et réduire ses coûts, et le client qui veut de la qualité et de la disponibilité. Et les canaux de communication utilisés, on les voit, sont encore multiples. Le papier, l'email, les communications en ligne. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir aussi comment les canaux utilisés se complètent les uns les autres. On a de plus en plus d'entreprises qui essaient de créer des convergences entre ces différents modes de communication. Alors, euh, vient ensuite lorsqu'un problème se présente, hein, entre le client et l'entreprise, quel est le rôle du service client, du SAV, et comment vont se passer les relations. Donc les objectifs de l'entreprise sont encore une fois, bien souvent, lorsqu'on parle de support client, c'est souvent un lieu de coût, un centre de coût, donc réduction des coûts, mais aussi tenter de limiter la perte de clients, hein, on sait que c'est un moment critique à ce moment-là dans l'entreprise, et autant que possible automatiser. Voilà les priorités de l'entreprise. Quand d'un autre côté, un client, lui, il est dans un esprit, il a un problème, il est exigeant, il veut une rapidité de résolution, une facilité d'interaction, et il attend de son service client une compréhension. Hein. Donc l'empathie, ça prend du temps, c'est exigeant, et donc pour une entreprise, c'est un coût. Alors, ceci dit, on voit bien, et ça m'a été encore confirmé récemment par un responsable d'un service client d'une compagnie d'assurance, qu'il y a une contradiction entre la baisse des coûts et la qualité perçue du client. C'est-à-dire qu'un un opérateur de service d'appel, on voit que lorsqu'il fait 60 appels par jour, eh bien, il a en général des appréciations plus faibles que celui qui fait 40 appels par jour. Donc en fin de compte, le client, lorsqu'il appelle le service client, il va juger sur la qualité d'écoute, très souvent, avant de juger sur la performance et la rapidité de la réponse. Donc c'est un autre point important à prendre en compte. Alors, par rapport à ce que j'ai dit, si on se projette maintenant un peu dans vos organisations, voilà quelques questions que vous pouvez vous poser. Comment est-ce que vous mesurez chez vous la satisfaction client, et évidemment en la distinguant de la productivité? Quel rôle vous allez laisser à vos collaborateurs pour améliorer cette expérience? Et comment votre entreprise euh, pilote-t-elle ça? Et comment elle comprend la vue des clients? Alors, un point d'attention que je voudrais mentionner ici, c'est la lutte contre les silos, parce que souvent on a une vue tronquée de ce que perçoivent les clients. On a chacun, je dirais, dans sa fonction, dans son service,
et est convaincu de bien répondre aux problématiques et aux attentes. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui doivent mesurer la qualité de leur travail arrivent toujours à montrer que ce qu'ils font est bien. Mais vu du client, c'est pas toujours la même histoire, hein. Quand on s'adresse en tant que client à une entreprise, on peut interagir avec différents types de services et finalement, on a une vue globale et on n'a pas une vue par silo. Et c'est un des défis que les organisations auxquelles elles ont à faire face aujourd'hui, c'est justement que ces silos soient invisibles pour les clients et que l'expérience proposée soit une expérience homogène, quels que soient les canaux de l'organisation. Alors, peut-être une petite phrase importante ici dont il faut se souvenir, c'est que derrière tout ça, le client attend une expérience très personnalisée lorsqu'il interagit avec vous. Alors, un mot pour parler des données, du rôle des données dans ce contexte. En fait, maintenant que tout est que le digital permet de suivre toutes les interactions, ou la plupart en tout cas, hein, sauf celles qu'on peut avoir comme ça en dehors de tout canal digital, mais finalement, les données disent énormément de choses et les questions peuvent être multiples. Et voilà des types de questions que vous pouvez suivre. Hein. Quel est le client? Est-ce qu'il vous appelle beaucoup? Quand est-ce qu'il s'arrête dans son parcours client? Quel est son historique? Toutes ces informations sont disponibles. Hein. Donc, les données nous disent vraiment comment on peut mieux répondre aux clients. Et en même temps, dans le monde digital, ces données sont là, mais il y a aussi les comportements qui changent. Et on le voit, les gens qui étudient le sujet comme IDC ou autres, disent que très vite, bientôt, les interactions digitales se feront avec des nouveaux moyens d'interaction vocale, de réalité augmentée. Donc ça va poser encore un certain nombre de défis dans la façon dont nos organisations vont pouvoir suivre ces échanges avec leurs clients. Alors, je vais pas passer trop de temps sur ces points-là, mais peut-être ici m'arrêter un instant. Donc je disais, les données sont présentes massivement, on le sait. Elles permettent maintenant de suivre ce que font les clients. Quand vous interagissez avec un site web, on peut savoir exactement quel parcours vous allez suivre et identifier les points où ça s'arrête, les points où vous êtes bloqué, ou vos choix, je dirais, dans vos décisions. Maintenant, on voit aussi qu'il est possible d'orchestrer le parcours d'un client. C'est-à-dire que les logiciels ne sont plus seulement en mesure je dirais, suivre ce que vous faites, mais d'orienter les étapes de votre parcours suivant vos propres actions. Donc la mise en place d'orchestration de parcours client dans le monde digital devient aussi un point très important. Alors, on va passer un instant maintenant pour parler du rôle des employés dans cet environnement, parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup de digital, hein, et ça pose la question de la place du collaborateur dans cette nouvelle réalité. Alors, déjà, on le voit, c'est les clients n'attendent pas moins d'interactions réelles avec les employés de l'entreprise. Lorsqu'ils appellent un service client, l'attente est forte et on a pu observer que je dirais dans une entreprise, la qualité de l'expérience des employés en tant que collaborateurs avait une forte répercussion sur la qualité fournie aux clients lorsque un problème se pose. Et je vais illustrer ça par un exemple. Lorsque vous appelez votre service client avec un problème, si ce problème il n'y a pas de solution simple,
qui vous satisfait. Si la personne qui vous parle, malgré tout, sait le faire avec empathie, écoute et peut expliquer clairement pourquoi vous n'aurez pas satisfaction, c'est souvent suffisamment satisfaisant pour que l'expérience soit vécue positivement. C'est-à-dire qu'on attend d'être entendu et quand bien même on n'a pas été 100% satisfait de notre quête, si elle est bien expliquée, elle peut marquer une fidélité à long terme avec le fournisseur. Voilà, donc il y a différents indicateurs qui soulignent l'importance de la relation employée dans la fidélisation auprès d'une marque, ce qu'on voit ici. Alors, et donc ce que je voudrais maintenant faire dans cette dernière partie, c'est plutôt vous proposer une réflexion sur évaluer où est-ce que vous en êtes dans vos entreprises en termes de mise en place d'expériences clients digitales avancées. Hein, vous allez voir si vous êtes plutôt au début du chemin ou plutôt déjà arrivé à une situation tout à fait satisfaisante. Alors, quand on parle avec nos clients et qu'on les accompagne dans la transition digitale, on essaie de voir, et ça c'est appliqué surtout au monde de la communication, hein, des communications entre une entreprise et ses clients, sous toutes ces formes que ce soit, communication à travers les applications, sur les réseaux sociaux, sur les sites web, par envoi courrier parfois également. Donc, la première question c'est de savoir si vous êtes dans une situation de manque de contrôle, et ce qui arrive finalement encore de temps en temps, où vous avez des systèmes informatiques, mais les contenus sont fragmentés, pas forcément gérés. La correspondance avec vos clients n'est pas toujours contrôlée. Elle est parfois, elle n'est pas homogène d'un collaborateur à l'autre ou d'un service à l'autre. Vous envoyez des informations parfois non conformes et vous êtes dépendant complètement de l'informatique qui ne peut pas répondre à vos attentes d'agilité. Donc là, on a un premier type d'entreprises qui sont dans cette situation. Alors, évidemment, c'est pas la meilleure. Donc l'étape suivante, ça consiste à passer de ces systèmes fragmentés et de ces coûts non contrôlés vers quelque chose de plus centralisé pour apporter de l'homogénéité. Donc c'est l'étape 2 qui est de centraliser et d'homogénéiser le fonctionnement des communications clients. Lorsqu'on est à un troisième niveau de la gestion des communications digitales avec les clients, on commence à être organisé pour que notre communication avance avec à la vitesse du business. Donc ça, je dirais, c'est un début de situation à peu près satisfaisante où vos communications avec les clients sont vraiment ajustées aux besoins, sont conformes et répondent à votre stratégie tout en étant à des coûts raisonnables. Alors, une fois que vous avez passé cette étape 3, l'étape suivante, c'est l'étape des entreprises qui ont une vraie maturité digitale et qui savent qu'elles ont les données et qu'elles peuvent les utiliser, les exploiter pour s'améliorer, sont en mesure aussi d'optimiser l'usage de tous les canaux de communication, aussi bien web que mobile que autres. Et enfin, le cinquième niveau, on rentre dans le niveau d'une interaction avec les clients qui est basée sur les attentes spécifiques de chaque client. C'est-à-dire qu'on est en mesure d'identifier, d'hyper-personnaliser de façon très précise ces interactions. Et là, on peut dire qu'on a atteint ce niveau de maturité digitale dans l'expérience client dont je parle depuis le début. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Alors peut-être en termes de conclusion,
les points importants à retenir. Le premier, c'est que il y a une attente très forte d'hyper-personnalisation des communications et que c'est tout à fait possible, maintenant que les données sont là dans les systèmes et que les logiciels le permettent. Mais surtout, euh, c'est, euh, cette expérience client, elle passe évidemment aussi, cette hyper-personnalisation, par l'employé qui va pouvoir apporter cette touche supplémentaire qui va rendre l'interaction vraiment unique avec le client. Donc, l'hyper-personnalisation, c'est un mélange de bon usage des données et de bon management des collaborateurs qui interagissent avec les clients. Voilà, c'était ma contribution ce matin à la réflexion sur ce sujet. Je vous remercie bien et je vous souhaite une bonne suite de journée. Merci Arnaud.